voit ce qu'on voit, quand on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense. Ouais, moi je suis parano. Tous parano. Nous écoute. Bienvenue dans Tous Parano. Aujourd'hui, on vous parle du plus hollywoodien des complots, le canular lunaire. Imaginez, l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Les missions Apollo américaines qui ont posé des astronautes sur la Lune ne sont qu'une mise en scène grossière. La NASA et le gouvernement des États-Unis nous ont fait croire à l'impossible. Ce canular a berné le monde entier depuis 1969 pour construire le mythe du rêve américain et de la puissance du bloc occidental. Photomontage, séquences tournées en studio, ce sont des milliards qui ont été engloutis par la NASA pour réaliser ce qui n'est rien d'autre que le film le plus cher de l'histoire du cinéma. Stanley Kubrick, chef d'orchestre de cet exploit cinématographique, a gardé le secret toute sa vie comme un fardeau. Et gare à ceux qui ont tenté de révéler la conspiration. Intimidation, meurtre, tous les moyens ont été mis en œuvre pour perpétrer cette vaste campagne de propagande. Le canular lunaire, c'est l'occasion pour tous parano d'évoquer la conquête spatiale, la puissance du doute face aux images et la paranoïa qui se déploie dans l'espace intersidéral. Mesdames et messieurs, c'est un grand jour. J'ai l'honneur de vous annoncer qu'en ce 21 juillet 1969, l'homme a marché sur la Lune. Tout de suite, les images. Parez-vous! Putain, mais pourquoi tu t'es appuyé contre le mur, toi? Je vais les tuer. C'est une découverte incroyable! Il y a des techniciens et des maquilleurs sur la... Wow! On peut même respirer sur la Lune! Je vais les tuer. Notre carrière est foutue. Tous parano. Début des années 60. Nous sommes en pleine guerre froide et l'Amérique doute de ses capacités face à l'Empire soviétique qui montre une réelle avance technologique et surtout spatiale. Oui, après la démonstration américaine de la bombe atomique, les deux superpuissances se sont lancées dans un drôle de concours. La conquête de l'espace devient un théâtre où chacun démontre son savoir-faire afin de prouver la supériorité de son modèle. Et à ce jeu, l'URSS a pris de l'avance. Le premier satellite artificiel Sputnik a été lancé en 1957. Le premier homme dans l'espace, Youri Gagarin, en avril 1961. Les Russes sont alors les rois du cosmos. Et l'Amérique cherche un nouveau souffle. C'est ainsi que John Fitzgerald Kennedy est élu et il devient le président du renouveau. Nous sommes en janvier 1961. Il lui faut mobiliser les citoyens et leur faire vivre le rêve américain. Ah oui, et pour cela, il promet l'impossible. Oui, puisqu'il leur promet la Lune. Exactement. Seulement 2 mois après le succès de Gagarine dans l'orbite terrestre, Kennedy, sous le choc lui aussi de cette démonstration de force, opère un revirement stratégique. En mai 61, face au Congrès, il annonce le lancement d'un programme très ambitieux qui doit amener des astronautes américains sur le sol lunaire, et ce, avant la fin de la décennie. À cette époque, les moyens de la NASA sont assez réduits, faut dire. Alors, peu à peu, les budgets de l'agence spatiale américaine vont gonfler de manière exponentielle. Et Kennedy peut voir loin et lance 1 an plus tard, officiellement, le programme Apollo. Écoutez. We choose to go to the moon. Nous choisissons d'aller sur la Lune. Nous choisissons d'aller sur la Lune. Nous choisissons d'aller sur la Lune dans cette décennie et d'accomplir d'autres choses. Non parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles sont difficiles. Parce que c'est un défi que nous voulons relever, un défi que nous ne voulons pas ajourner et un défi que nous voulons gagner comme les autres. Ce discours est un détonateur. Tout le monde se prend en rêver, tout le monde y croit, citoyen comme élu. De nouvelles hausses spectaculaires de budget de la NASA sont alors votées à l'unanimité par le Sénat. Et ça va décoller, sans jeu de mots. Les fonds alloués à la NASA vont passer de 400 millions de dollars en 1960 à 5,9 milliards de dollars en 1966, année de son budget le plus important, environ 45 milliards valeur actuelle. Oui, c'est un changement d'échelle inouï
oui, avec un budget qui double chaque année. On passe de 0,2% du budget national à plus de 5,5%. C'est un vrai effort de guerre que le pays consent pendant presque une décennie pour aller décrocher la Lune. Et donc c'est parti. Durant près de 5 années, l'équipe américaine met au point différentes techniques pour préparer au mieux les équipages qui doivent aller à la conquête du satellite naturel de la Terre. Tout commence donc avec la mission Apollo 1 qui sort des hangars en 1967. Mais bon, c'est dramatique, le module a un problème technique, les 3 astronautes décèdent lors d'un incendie pendant une répétition au sol. C'est une tragédie. Marqué par ce début funeste, de 1967 à avril 1968, les 5 missions Apollo qui vont suivre se feront sans équipage. La NASA va alors se concentrer essentiellement sur le renforcement de la sécurité. En octobre 1968, la mission Apollo 7 envoie enfin 3 hommes dans l'espace. Apollo 8 sera ensuite le premier vol habité en dehors de l'orbite de notre planète. Et les missions Apollo 9 et 10 vont quant à elles servir de test pour les équipements lunaires. Et le 16 juillet 1969, la NASA est enfin prête pour le jour J. C'est ainsi que la mission Apollo 11 décolle avec à son bord Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Roger, we got a roll from Tower cleared. Roger, roll. La promesse de Feu Kennedy d'aller sur la Lune avant la fin de la décennie est donc en passe d'être tenue. Les États-Unis veulent faire les choses en grand et prévoient un spectacle qui marquera l'histoire. Et le 21 juillet 1969, c'est 600 millions de téléspectateurs, soit 1/5 de la population mondiale de l'époque. 3,5 milliards à l'époque. Qui assistent en direct à la télévision bouche bée à l'alunissage de la mission Apollo. Les spectateurs entendent alors Armstrong dire ce qui est sans doute l'une des phrases les plus célèbres de l'histoire. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Bon, j'ai toujours un petit pincement au cœur pour Collins qui n'a pas eu le droit de sortir du module. Ouais, oui, lui, il s'est contenté de regarder ses potes jouer dehors, qui installaient une petite station scientifique avec une antenne et des capteurs. Ouais, ils ont aussi ramassé 21 kilos de roches et de sol lunaire pour les ramener sur Terre. En tout, bon, ils sont restés 2h30. 2h30 à l'extérieur, mais 21h au total sur le sol lunaire. Et puis ensuite, le module a redécollé sans encombre. Et à leur arrivée sur Terre, petite anecdote, l'équipage et les échantillons lunaires ont été alors placés en quarantaine durant 21 jours. Bah oui, on avait peur, ça c'était pour éviter une éventuelle contamination terrestre par des virus extraterrestres. Une procédure exigée par les scientifiques, et puis ensuite, qui sera abandonnée à partir d'Apollo 15. Oui, parce que finalement, Apollo 11, ce n'est que le début de plusieurs autres voyages. Les missions lunaires vont en effet se succéder à un rythme effréné. Tu as raison, il y en aura 6 en tout. Et les astronautes d'ailleurs vont passer de plus en plus de temps sur le sol lunaire. Apollo 12, par exemple, c'est seulement 4 mois plus tard, avec le double de temps, donc 5 heures. Les astronautes s'enhardissent petit à petit, et puis ça ira jusqu'à 22 heures de sortie pour la dernière mission en 1972. Ça, c'est la mission Apollo 17, qui transporta Eugene Cernan et Harrison Schmitt, qui sont donc, à ce jour, les derniers hommes à avoir foulé le sol lunaire. Du moins, selon l'histoire officielle, car après cette fin des missions lunaires, c'est le début des polémiques et des théories qui vont faire voler en éclats cette belle épopée spatiale. Allez, décollage. Tous parano. Tous parano. Tous parano.
Début des années 70, l'Amérique n'est pas en grande forme idéologique. Ouais, c'est vrai. Si certains regardent la Lune, pour beaucoup d'autres, c'est sur Terre que ça se passe. La guerre du Vietnam qui s'enlise, la mort de JFK qui reste sans explication, le scandale du Watergate qui éclate, l'Amérique qui se prend une veste à Cuba. Les institutions sont en pleine crise, la confiance des Américains envers le pouvoir est sérieusement écornée. Et alors que tout semblait bleu dans le ciel étoilé de la NASA avec les succès du programme Apollo, eh bien un obscur auteur sort en 1976 un livre intitulé « Nous ne sommes jamais allés sur la Lune, l'escroquerie américaine à 30 milliards de dollars ». Rien que ça. Cet auteur, c'est Bill Kaysing. Et ce personnage est le fondateur du canular lunaire, ou Moonwalks pour nos amis américains qui nous font le plaisir de nous écouter. Alors, si nous faisions la connaissance de ce personnage. Avec plaisir, Gaël. Alors, Bill Kaysing, lui, il est né en 1922 du côté de Chicago. Son père est américain et sa mère est allemande. Ouais, il a une enfance mouvementée là-bas. Sa famille déménage rapidement en Californie. Son père est violent, mais bon, il meurt lorsqu'il a 9 ans. Sa mère, elle, par la suite, est absente et Bill passe ses journées dehors à gambader avec son grand frère. Et ils font des bêtises. Et à la fin de son adolescence, sans doute à la recherche d'une certaine stabilité, eh bien Bill Kaysing s'engage dans l'armée, dans la Navy précisément, et c'est alors que la Seconde Guerre mondiale éclate. Kaysing sert dans le Pacifique, mais pas en première ligne. Après la guerre, il profite du programme d'éducation de l'armée en partenariat avec les universités. Là, ce sera en Californie où il passe une licence d'anglais. Après l'armée et la fac, il fait des petits boulots, vendeur, assureur, ébéniste aussi. Et puis, il trouve enfin un emploi stable, mais dans un tout autre domaine, l'aéronautique. Oui, chez Rocketdyne, la société américaine fameuse spécialisée dans la conception et la construction de moteurs fusées et qui a comme client principal le ministère de la Défense américain et la NASA. Oui, c'est cette société qui fabrique les propulseurs de missiles et de fusées, en clair. Kaysing est d'abord correcteur, puis il devient assistant rédacteur technique du laboratoire de propulsion en réaction. Ce qui fait en gros, c'est corriger la grammaire et l'orthographe des documentations qui sont réalisées. Kaysing se marie ensuite et reste chez Rocketdyne de 1956 à 1963. Et en 1963, eh bien, il démissionne, semble-t-il, pour des raisons personnelles. En fait, c'est un burn-out, on peut dire, c'est ça, il s'en remet pas. Oui, puisqu'il souffre d'anxiété chronique. Dépression grave même, qui se manifeste par une intense désillusion vis-à-vis de la vie moderne, dit-on alors. Un petit peu comme s'il ne supportait plus la propagande médiatique, il se débarrasse de la télévision familiale, il jette sa radio, il résilie son abonnement au journal, bref, il coupe peu à peu les ponts avec la société. Sa femme le quitte ensuite, et ce sont les années sombres. Après un temps d'abattement, Kaysing reprend du poil de la bête et se met à écrire. Oui, il écrit des livres sur divers sujets. Le premier, c'est sur sa passion, la moto. Et puis, il va changer de registre en donnant des conseils pour vivre en marge de la société. Ouais, il écrit des livres pour vivre avec moins d'$1 par jour, par exemple. Construire sa ferme soi-même, un truc un peu hippie, à la mode survivaliste, comme on dirait aujourd'hui, quoi. Et puis la nouvelle femme, qui l'épaule et qui relit ses écrits. Et donc, nous voilà en 1976, où il sort ce fameux bouquin qui le rendra célèbre. Nous ne sommes jamais allés sur la Lune, l'escroquerie américaine à 30 milliards de dollars. Alors le livre est d'abord publié à compte d'auteur, autant dire qu'initialement il n'y a pas beaucoup d'exemplaires en circulation. Mais bon, Gaël, qu'est-ce qu'il dit Bill Kaysing dans ce livre qui est vraiment fondateur pour le complot lunaire ? Eh bien tout d'abord, il s'appuie sur son expérience évidemment chez Rocketdyne. Kaysing dit avoir eu sous les yeux des documents relatifs au programme de Mercury, de Gemini, Atlas et donc aussi Apollo. Oui, ça c'est les différents programmes spatiaux qui se sont succédés entre les années 50 et les années 70. Et donc Kaysing, au fur et à mesure de ses lectures et rencontres, se rend compte qu'une conspiration serait perpétrée dans les couloirs de la NASA.
Selon Kaysing, en effet, les scientifiques de Rocketdyne avec qui il a travaillé lui ont confié que le niveau de technologie de l'époque est peut-être suffisant pour envoyer une fusée avec un équipage sur la Lune, mais pas encore assez développé pour revenir sur Terre en toute sécurité. Il lui aurait également parlé des dangers du rayonnement cosmique pour les astronautes. Bref, pas mal de problèmes qui rendent déjà la mission Apollo difficile, voire même impossible, selon Kaysing. Pour lui, c'est évident. La NASA n'avait pas les moyens techniques de cet exploit. Et il dit avoir douté dès le début, dès 1969, lorsqu'il regardait, comme tout le monde, l'alunissage à la télévision. Donc lui aussi avait la bouche bée, mais pas pour les mêmes raisons, quoi, c'est ça ? C'est ce que je crois avoir compris. Alors, dans son livre, au-delà de ses considérations d'astrophysicien, il liste ce qui, pour lui, sont les preuves d'un canular et qui, depuis les années 70, sont les bases du complot lunaire. Le premier point qui l'interpelle, déjà, c'est l'absence d'étoiles dans le ciel lunaire, le ciel qui apparaît donc noir comme de l'encre. Bill Kaysing se demande pourquoi on ne voit pas d'étoiles alors qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. On devrait donc pouvoir admirer un ciel, au contraire, avec des myriades d'étoiles et de constellations. C'est la première chose qui le frappe. Oui, d'ailleurs, on peut l'écouter sur ce point. L'une des preuves les plus solides que l'homme ne s'est jamais posée sur la Lune, c'est le fait que les astronautes n'ont jamais parlé des étoiles. Ils n'ont jamais pris de photos des étoiles, alors que n'importe quel astronome vous dira que l'observation de la voûte céleste, depuis la surface de la Lune, aurait dû les époustoufler, leur couper le souffle. N'importe quel humain aurait fortement réagi en voyant ça. Maintenant, ce que je me demande aussi, c'est pourquoi les astronautes n'ont pas amené avec eux une caméra télescopique sur la Lune et pris des photos de Saturne, Vénus, Mars, des galaxies. Ils auraient pu prendre des photos des étoiles qui sont impossibles à obtenir depuis la Terre à cause des interférences atmosphériques. Deuxième point, le drapeau américain qui, on va dire, flotte au vent. Évidemment, c'est très visuel. C'est que le drapeau, en fait, il n'est pas comme un drapeau en berne. C'est un beau drapeau bien déployé, quoi. Et pour Kaysing, la forme qu'adopte donc ce drapeau, ça lui semble totalement impossible. Pourquoi ? Pour la même raison que ce qu'on disait tout à l'heure, l'environnement lunaire, eh bien, il ne dispose pas d'atmosphère. Pour que le drapeau soit déployé comme on le voit sur les images, eh bien, il faudrait qu'il y ait du vent. Il n'y en a pas. Troisième point, selon lui, les ombres sont sans logique apparente. Le drapeau n'a pas d'ombre portée au sol, les objets et les astronautes à l'ombre du soleil devraient être invisibles, parce que trop sombres, justement. Ils sont pourtant étonnamment éclairés. Et oui, sans atmosphère, le soleil tape très fort, et la lumière est vraiment éblouissante. Donc pour prendre une photo, eh bien, il faut régler l'ouverture de l'appareil au minimum si on veut pas cramer la pellicule. Et donc, dans les zones qui sont en l'ombre, théoriquement, il devrait être impossible de voir quoi que ce soit sur les clichés. Oui, c'est comme si vous prenez quelqu'un en photo devant une fenêtre et il y a un contre-jour. Et ces appareils photo, justement ? Eh ben oui, les astronautes auraient embarqué des boîtiers et des pellicules tout simples, presque pas modifiés, pour aller dans cet environnement extrêmement hostile. Kaysing se demande comment ce matériel, finalement assez commun, pourrait résister aux amplitudes de température extrêmes que l'on observe sur la Lune, puisqu'il y fait plus de 100 degrés au soleil et moins de 100 degrés à l'ombre. Autre point, il n'y a pas de trace d'alunissage selon lui. Kaysing remarque que les moteurs fusées des modules lunaires auraient dû générer un cratère et puis un énorme nuage de poussière lors des dernières secondes de descente, ce qui n'est pas visible sur les images dont on dispose. Donc pour Kaysing, Apollo, c'est un coup monté à grande échelle et il va même plus loin dans la théorie du complot. Ah oui, parce que là il fait aussi sensation en évoquant les morts tragiques des astronautes de la mission Apollo 1, par exemple. Il affirme que la NASA a mis en scène l'incendie d'Apollo 1. Rappelez-vous, 3 astronautes y ont perdu la vie. Et si dans la version officielle, le module a accidentellement pris feu sur le pas de tir... Selon Kaysing, la NASA aurait en fait assassiné délibérément les astronautes, car les 3 hommes étaient sur le point de révéler la conspiration. La mort, seul moyen de garantir leur silence. Et autre mort suspecte, d'ailleurs celle d'un certain Thomas Baron, un inspecteur chargé de la sécurité de la mission Apollo. On va laisser la parole un instant à Bill Kaysing justement nous parler de cette affaire.
Baron était un inspecteur présent sur le pas de tir au moment où Grissom, Chaffee et White sont morts de leur brûlure. Après ce désastre, Baron a été appelé par le comité d'enquête du Congrès pour relater son expérience. Baron évoqua toutes sortes de problèmes, une gestion inepte, une incompétence totale, des personnes qui étaient ivres au travail. En d'autres termes, il fit la révélation qu'Apollo allait droit dans le mur à cause des échecs de la NASA et de l'aviation. 4 jours plus tard, Thomas Ronald Baron fut tué dans un prétendu accident de voiture à un passage à niveau. Thomas Ronald Baron, ça a été pour moi un tournant dans l'enquête que je menais sur Apollo. Je crois en effet que toute personne qui prétend dire la vérité et qui est tuée dit très probablement la vérité. Cette collision avec un train ne serait donc pas un accident pour Kaysing. Surtout que disparaît en même temps le rapport de 500 pages que Thomas Baron avait rédigé sur cet incendie d'Apollo 1. C'est incroyable, hein. Toutes ces révélations vont saisir l'opinion. Et Kaysing, il va pouvoir présenter sa théorie dans pas mal de médias locaux, puis nationaux. Alors évidemment, suite à ce témoignage choc de Bill, on se met du coup à regarder les images d'archives des missions Apollo avec suspicion, pour en débusquer les anomalies. Le complot lunaire est définitivement sur orbite. Ça va nous rendre parano tout ça. La théorie du complot lunaire pénètre donc les esprits. On commence alors à lire ça et là des questions qui précisent les doutes de Kaysing. Et ça va quand même durer pendant 2 décennies. Des questions de faisabilité, hein, tout d'abord. Certains prétendent que la technologie pour envoyer les hommes sur la Lune n'était pas au point, notamment comment traverser la ceinture de Van Allen. C'est une notion un petit peu complexe. La ceinture de Van Allen, c'est une zone de rayonnement magnétique de la Terre, située entre 700 et 10 000 km de la surface du globe, dans laquelle se trouvent piégées des particules d'énergie élevée, et qui entraînent de grosses perturbations envers tout objet qui la traverse. C'est le champ magnétique de notre planète, en gros. Autre point, on parle aussi des effets du Soleil. Les éruptions solaires, le vent solaire ou encore les rayonnements cosmiques qui irradient tout dans l'espace. Et cela rendrait un tel voyage impossible. Le temps passe et nous voilà maintenant en 1994, donc petit bond dans le temps. Et là, un nouveau livre revient sur le complot lunaire. Ce livre est écrit par un certain Ralph René. Et cet essai va relancer l'intérêt du public pour le sujet. Ralph René, c'est un Américain également, un personnage assez cocasse, inventeur, éditeur, il est présenté parfois comme physicien, mais bon, rien de vraiment probant dans le milieu scientifique ne l'atteste. En tout cas, il prétend avoir été contacté par le gouvernement pour qu'il fasse part d'idées nouvelles qui pourraient être utiles à la NASA. Enfin, en tout cas, ça, c'est ce qu'il raconte. Oui, il se serait adressé à lui, car il a un esprit brillant, dit-il, en toute modestie évidemment. Et à cette époque, le nouveau projet de la NASA était d'aller sur Mars. Et donc, c'est ainsi que Ralph, grâce à la mission que lui donne la NASA, réfléchir, s'intéresse à l'aventure aérospatiale. Et là, moment épiphanie dans Tous Parano, il a comme une révélation concernant la mission Apollo. Et oui, son premier doute est venu en regardant le drapeau américain planté par les astronautes flotter au vent. Écoutons Ralph René. J'étais sur le point de me dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Je regardais ma télé quand débute cette cérémonie de salut du drapeau qu'il répétait à chaque fois. Et là, je vois le drapeau qui, par moments, ondule. Il n'y a que du vide sur la Lune, il n'y a pas de courant d'air. Comment un drapeau pouvait-il donc onduler ? Et la gravité du sujet, si je peux me permettre, le jeu de mots lui pèse. Il rencontre alors Bill Kaysing. Ah, le désormais fameux initiateur du complot lunaire. Oui, et celui-ci le motive à faire part de ses observations. Alors Ralph René lui aussi publie son livre pour partager ses convictions, un livre intitulé NASA Mund America. Alors la traduction de ce titre, qui est un petit peu potache, n'est pas si évidente. En effet, Moon, comme en français la Lune, ça peut désigner l'arrière-train, et donc tout
To moon someone, c'est montrer ses fesses. Mais ici, si on veut être un peu plus précis, ça pourrait se traduire, quitte à user d'une expression pour le moins désuète, par faire voir la lune en plein midi. Une formule pour dire que l'on abuse de la crédulité de quelqu'un. Oui, c'est comme un pied de nez, quoi, du coup. La NASA a trompé l'Amérique, c'est ça qu'il veut dire. Ralph René revient aussi sur les photos et les vidéos, comme vous l'avez compris. Il note d'ailleurs pour la première fois une lettre inscrite sur un caillou lunaire que l'on voit au sol près d'un astronaute. Oui, la lettre C, qui est clairement visible sur un morceau de rocher. Alors ça, c'est assez étonnant. René fait ici un lien avec des accessoires de cinéma et c'est très important parce que finalement, il lance l'idée que tout a été tourné en studio par la NASA. Car sur un plateau de tournage, les accessoiristes ils répertorient les objets pour les séquences et parfois ils inscrivent des chiffres ou des lettres pour qu'ils retrouvent leur place exacte à chaque scène. Ralph René avance également que les sauts des astronautes, supposément, donc selon lui, filmés sur la Lune, sont absolument irréalistes. Oui, pour lui, les bonds que font les astronautes, c'est pas crédible, quoi. Un saut attire particulièrement son attention, le bond de l'astronaute Young lors de la mission Apollo 16. Oui, les calculs de Ralph René montrent que sur la Lune, compte tenu de la faible gravité qu'on y observe... Oui, sur la Lune, on pèse 6 fois moins lourd. Par exemple, moi, je ne ferais que 12 kilos. De quoi faire des jolis sauts d'ailleurs. Et justement, d'après Ralph René, l'astronaute Young aurait dû s'élever à 2 mètres au-dessus du sol. Alors que ce qu'on voit sur les images, c'est qu'il fait un petit saut de 50 cm. Ah là là. Bon, il y a aussi cette célèbre image où l'astronaute Shepard joue au golf sur la Lune. Bon kiff quand même. Ah ouais, c'est clair. Alors, selon Ralph René, la courbe effectuée par la balle n'est pas possible dans des conditions physiques de la Lune et révèle encore une fois la supercherie. Écoutons-le justement pour mettre au clair cette histoire. Quand Al Shepard est allé sur la Lune, il a pris avec lui une balle de golf. Il a aussi pris un objet pour frapper la balle. Ce n'était pas un club, mais un objet fait à la main. Bref, il y avait une caméra derrière lui et il s'est mis à parler avec la base à Houston. S'adressant au contrôleur de vol, il dit « Maintenant, je vais frapper cette petite balle, ce sera le premier putt sur la Lune. » Et il essaya de taper la balle. Il se rata au départ, mais ensuite, il tapa bien la balle, elle décolla, puis tout doucement, elle fit une courbe vers la droite. Le contrôleur dit alors « Ça m'a tout l'air d'un slice, ça, Al. » Il y a 2 ans, alors qu'il était invité à une émission de radio dans la région de Washington, D.C., il déclare « Bien sûr que non, une balle de golf ne peut pas faire de courbe dans l'espace. C'est d'ailleurs ce que j'ai écrit dans mon livre, car il n'y a pas d'air. » Voilà, la conspiration est dénoncée, et là, tout d'un coup, l'opinion américaine en est toute retournée. Le rêve de grandeur de leur pays serait-il bâti sur un mensonge ? Oh là là, ça c'est un sujet sexy, ça. Et vendeur. Et ouais. Et la chaîne Fox News, qui a le nez creux, produit donc un long documentaire sur le complot lunaire, du coup. Et c'est en 2001. Oui, Fox News, faut-il le rappeler, la chaîne d'information néoconservatrice aux accents populistes, qui n'hésite pas à taper dans les sujets un peu racoleurs. Et donc, le documentaire est intitulé « Conspiracy Theory, Did We Land on the Moon ?» Oui, traduction française, théorie du complot, nous sommes-nous posés sur la Lune. Ce film reprend donc les arguments de Kaysing et de René. Des millions de téléspectateurs sont alors devant leur écran. Et c'est un tel succès que le livre de Kaysing est réédité dans la foulée de la diffusion de ce documentaire. Tiens, écoutons un extrait de ce film. Tonight, Liftoff. We have a liftoff. we investigate the most extraordinary event of the 20th century. It's one small step for man. Man landing on the moon. One giant leap for mankind. But believe it or not, some people say it never happened. This whole thing was a fake. Decide for yourself. You be the judge. On Conspiracy Theory, did we land on the moon?
Dans ce documentaire, on y répète les doutes sur le drapeau qui flotte, les ombres qui n'ont aucune correspondance avec la place supposée du soleil. Et on y montre aussi que la célèbre empreinte de pas sur le sol lunaire est bien trop nette. Impossible de laisser une trace de botte comme ça dans un sol de poudre sèche, dit-on. On revient aussi sur les traces d'alunissage autour du module qui sont inexistantes, et puis la qualité exceptionnelle des photos et des images, impossible à réaliser dans des conditions aussi extrêmes. Le documentaire de Fox News pointe aussi d'étonnantes similitudes entre des images tournées à des moments différents lors de plusieurs missions Apollo. Les astronautes ont effectué des sorties sur de nombreuses zones au cours des différentes missions qu'ont suivi Apollo 11, et le documentaire, lui, il suggère que les astronautes se trouvent en fait toujours au même endroit. Oui, et donc il compare diverses séquences de diverses expéditions Apollo, et c'est vrai qu'on dirait qu'il y a toujours la même colline en arrière-plan. Et puis, ce film réunit un nombre impressionnant d'intervenants qui appuient cette thèse conspirationniste. Bill Kaysing, bien sûr, le père de la théorie, figure en bonne place. Mais on trouve aussi des physiciens, des astronautes à la retraite qui affirment avec conviction que jamais personne ne s'est rendu sur la Lune et même qu'aucun humain ne serait allé à plus de 400 km de la Terre. La Lune, donc, resterait toujours aussi inaccessible. Waouh, l'effet est saisissant. Jamais on n'avait vu autant décrypter les images de la NASA avec autant d'arguments et d'intervenants. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la Fox est fière de son coup. Oui, puisqu'un sondage de 1999 avait révélé que 11% des Américains doutaient de la réalité des alunissages. Et suite à la diffusion du film, des représentants de la Fox ont affirmé que ce scepticisme, si on peut dire, s'est élevé à environ 20%. Le film, on le précise, a été vu par quelques 15 millions de téléspectateurs. Ouais, c'est génial. Ils sont contents d'avoir doublé le nombre de sceptiques. La force de la télévision est impressionnante en tout cas. Et là, il y a Internet qui va prendre la suite. Et le documentaire de la Fox, il va circuler rapidement sur la toile, faisant ainsi des millions d'adeptes de la théorie du complot lunaire. Des lunosceptiques, comme on les appelle alors. La conspiration semble donc désormais bien établie. Cela dit, une série de questions se posent pour tous ces passionnés de cette théorie du complot. Oui, où ? Quand, comment et par qui a donc été tourné ce grand complot cinématographique, scientifique et politique ? Je suis parano. Tous parano. Nous sommes maintenant au début des années 2000. Le complot lunaire est bien installé, mais il manque quelques éléments à la théorie pour comprendre comment la NASA a bien pu réaliser cet exploit. Et c'était un réalisateur français qui va malgré lui donner un nouvel élan aux lunosceptiques avec le film Opération Lune. Ce film raconte dans les détails comment les plus hautes sphères du pouvoir ont élaboré ce fameux complot lunaire. Ouais, c'est assez saisissant de voir dans ce film Nixon entouré de ses conseillers illustres, paniqué à l'idée de voir les Russes les devancer dans la course à la Lune. Parmi les conseillers, on y voit d'ailleurs Donald Rumsfeld et Henry Kissinger. Et donc, ce qui est vraiment sensationnel, c'est d'apprendre que Nixon aurait donné donc son feu vert 10 jours avant la date prévue du lancement d'Apollo 11 pour faire un film qui donnerait quelque chose à montrer au public. Et donc, pour mettre toutes les chances de leur côté, ils décident de faire appel au spécialiste du film de science-fiction du moment, Stanley Kubrick. Avec 2001, l'Odyssée de l'espace, on peut dire que le réalisateur a bien démontré qu'il était le meilleur dans le domaine. Kubrick apparaît comme l'homme de la situation. Et en plus, il y avait là une opportunité en or de réutiliser les décors de 2001 pour faire croire que l'homme était bien allé sur la Lune. Écoutons d'ailleurs l'extrait d'Opération Lune qui relate ce moment. Rumsfeld propose d'aller personnellement négocier avec Stanley Kubrick. Il s'envole le soir même avec Henry Kissinger pour l'Angleterre. Kubrick, surpris, trouve l'idée amusante, mais commence par refuser. Rumsfeld insiste. On ne vous demande qu'une chose, nous laisser les clés du studio pendant un week-end. Le temps de tourner un petit bout de film et faire quelques photos, tout sera remis en place avant lundi matin. Kissinger le flatte. Dr. Folamour est un des films préférés de Nixon. Kubrick finit par accepter. Le faux tournage aura donc lieu en Angleterre dans les studios de la MGM près de Boreham Wood. L'équipe de tournage sera extrêmement réduite. Les 2 techniciens et les 2 figurants seront des agents de la CIA. Tous dignes d'une confiance absolue, ne devront avoir ni femme ni enfant, ni la moindre attache familiale. Ils signeront un contrat où ils s'engagent à ne jamais rien révéler de cette histoire. Une fois le tournage terminé, ils devront disparaître.
Mais Stanley Kubrick était un perfectionniste. Devant le peu de professionnalisme de l'équipe de la CIA, il se force à contre-cœur à superviser le tournage du faux film des premiers pas sur la Lune. Mais il précise à Rumsfeld et Kissinger, « Dès lundi matin, je compte sur vous pour disparaître à jamais de ma vie. » Oh, c'est bluffant, non? Ah, c'est moins qu'on puisse dire. Surtout qu'ensuite, William Carell explique dans son film que tous les témoins ont été pourchassés pour être tués. Et même ceux qui ont cherché à aller se cacher sous les tropiques en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Bref, film convaincant. Un film saisissant même. La femme de Kubrick se confie face caméra, et là ça devient complètement hallucinant. Et puis, autre révélation d'Opération Lune, vraiment incroyable. Il y aurait un complot derrière le complot. Le gouvernement et les studios hollywoodiens auraient en effet passé un accord secret. Ah ouais, ça c'est dingue. Les studios se sont engagés à garder le silence sur toute cette histoire, à condition qu'une personnalité d'Hollywood fasse ensuite son entrée à la Maison-Blanche. Et ce sera le comédien Ronald Reagan en 1980. Et il y a aussi des agents de la CIA, haut placés, qui témoignent de leur implication dans la conspiration. Tout cela sur des images d'archives. Bref, un travail sérieux, ou pas. Eh oui, ou pas, car ce film est un documentaire, mockumentary en anglais, un documentaire, mais qui ment pour le plaisir du canular, c'est une blague, quoi. Ce film, en effet, a été programmé dans le cadre d'une soirée spéciale sur Arte, qui avait pour thème la force des images et ce qu'on peut leur faire dire. Le réalisateur de ce documentaire, Opération Lune, William Carell, a trouvé amusant de faire un canular sur ce sujet mondial, en piquant à droite, à gauche des archives, et d'ailleurs de films qu'il avait réalisés précédemment sur le Watergate, d'où les images de Nixon, etc., en racontant une histoire dessus, et en y greffant quelques comédiens pour appuyer le propos. C'est un super film en tout cas, que l'on ne saurait que trop vous conseiller, si vous êtes parano bien sûr. Enfin, ce qui est important ici, c'est la graine que Carell va mettre dans les esprits malgré lui. Et oui, ça c'est dingue, car le film mélange avec habileté le vrai et le faux, et en reprenant les arguments des lunosceptiques comme base, et puis en allant plus loin pour leur rigoler. Et avec tellement d'habileté qu'effet inattendu, eh bien il convainc de nombreux téléspectateurs de l'existence d'un véritable complot. C'est incroyable. Un exemple, mais pas n'importe lequel, puisqu'il va faire date. Et c'est l'apparition dans cette histoire du fameux Stanley Kubrick. Documentaire ou pas, Opération Lune fait entrer donc l'immense réalisateur américain dans la conspiration lunaire. Et ça, ça va faire tilt chez les lunosceptiques. Tous parano. Okay, right, let's have a big clearance in the set then, please. Okay, number one. Only people who should be there. Waouh, mais attends, on est où là? On est dans l'Overlook, l'hôtel du film Shining. Oh, génial. Oh, t'as vu, c'est Kubrick là-bas. Où ça? Là-bas, là, regarde, à côté, à droite de la caméra. Ah ouais, je l'imaginais plus gros et plus petit. Ouais, plus barbu. En tout cas, encore un film mythique là, pour Kubrick. Mais t'approches pas trop, Gaël, parce qu'il est pas commode à ce qu'il paraît. Oh, regarde, il y a Jack Nicholson aussi. Ah, j'adore ce mec. Ah, je boirais bien quoi avec lui pour parler des Los Angeles Lakers, la célèbre équipe de basket dont il est depuis toujours le fan numéro 1. Ouais, c'est ça, au bar fantôme de l'hôtel, tiens, vas-y. Pourquoi pas? C'est génial d'être ici. Attends, on est dans un épisode plutôt proche de la science-fiction, non, avec la Lune? Quel est le rapport avec Shining, du coup? Eh bien, Gaël, c'est parce qu'ici, dans ce film, Kubrick va discrètement tout balancer sur son implication dans le complot lunaire. Oh, ok, c'est génial. Et si on voyait tout ça? C'est parti. Tous parano. Alors c'est vrai que cette conspiration manquait d'un grand nom du cinéma capable de prouesse pour faire gober l'impensable à la terre entière. Kubrick devient ainsi le personnage central du complot lunaire, celui par qui tout devient possible. Les lunosceptiques, alors, ils vont éplucher la bio de Kubrick à la recherche d'indices incriminants. Oui, parce qu'il y a des faits indéniables sur lesquels, c'est vrai, ils peuvent broder. Au-delà de son talent dans le film de science-fiction qu'il a révolutionné, le réalisateur star a des contacts haut placés. Oui, par exemple, il avait passé quelque temps au Pentagone en observation pour la préparation de son film Docteur Folamour. Fait indéniable et avéré, Kubrick a donc eu ses entrées au ministère de la Défense américain. Et à la NASA.
L'agence spatiale lui a même prêté une lentille unique, par exemple pour le tournage de Barry Lyndon. Devant l'accumulation de faits aussi concordants, le web s'affole. Oui, des milliers d'articles avec des photos, des vidéos qui montrent donc Kubrick dans les cercles de pouvoir ou alors à côté d'astronautes de la NASA illustrent la thèse que le réalisateur est l'auteur des images d'Apollo. Déjà que Kubrick, c'est un réalisateur de films à énigmes et qu'il n'aime pas en divulguer la signification, là, il y a un énorme sujet. C'est la personnalité idéale pour taire un secret aussi énorme. Mais vois-tu, pris de remords, des années après sa compromission dans le complot lunaire, eh bien Kubrick aurait eu envie d'inciter les gens à se poser des questions sur cette manipulation. Oui. Pour ceux qui savent reconnaître les indices, dans son film Shining, Kubrick donnerait les preuves de sa participation dans cette mission secrète. C'est un cinéaste documentariste américain du nom de Rodney Ascher qui va prendre cela au sérieux. Et il va se livrer à une analyse très poussée du célèbre film adapté du roman de Stephen King. Ce documentaire s'intitule Room 237 et c'est un bonbon pour tous les fans de Shining. Rodney Ascher y décortique les scènes de ce film d'horreur, cherchant les indices laissés par Kubrick et en tentant des interprétations. Et c'est Shining qui porterait donc toutes les clés du secret d'Apollo. L'indice le plus flagrant, c'est évidemment, pour tous ceux qui ont vu le film, le pull de laine de Danny, le petit garçon. Sur ce pull, on voit en effet la fusée américaine et il est écrit Apollo 11 en grand. Plus c'est gros, plus ça passe, quoi. Ouais, mais ce n'est qu'un début. Il y a aussi la mystérieuse chambre 237 qui est au cœur de l'intrigue. Enfin dans le film, car dans le livre de Stephen King, c'est la chambre 137. Exactement, et c'est ça justement l'indice qu'aurait laissé Kubrick. Il aurait changé le numéro de la chambre, mais pourquoi passer de 137 à 237 selon ce documentaire ? La réponse est évidente, c'est parce que 237, cela ferait référence à la distance Terre-Lune, une distance qui serait approximativement de 237 000 miles, soit 381 000 kilomètres. Ça, c'est de l'indice. Autre chose, Kubrick a changé beaucoup de détails par rapport au livre. Et l'un de ces éléments est l'apparence des jumelles. Vous savez, dans le couloir, les jumelles mortes. Dans le livre, il n'y avait qu'une petite fille. Oui, et si Kubrick a introduit donc des jumelles, ça serait pour signifier l'échec de la mission Gemini jumelles, le programme Gemini qui a précédé Apollo. Un autre exemple, au début du film, cette fois-ci, le gérant de l'hôtel, lorsqu'il rencontre le personnage joué par Jack Nicholson, on distingue sur son bureau un drapeau américain avec un aigle qui les regarde. Et ceci est interprété comme un clin d'œil à l'aigle, Eagle, qui était le nom du module d'atterrissage lunaire d'Apollo 11. Dans Shining, on comprend aussi que la tirade du personnage joué par Jack Nicholson, tirade célèbre sur le devoir de travailler et d'honorer le contrat passé quoi qu'il en coûte avec son employeur, serait en fait le reflet du sentiment d'isolement du réalisateur. Et oui, lui, il doit vivre avec le plus grand des secrets. Allez, pour mieux comprendre, on s'écoute la version française de ce passage. T'est-il arrivé de songer un moment dans ta vie à mes propres responsabilités? T'est-il arrivé de réfléchir ne fût-ce qu'un seul, un tout petit moment à toutes mes responsabilités envers mes employeurs? T'est-il jamais venu à l'esprit que j'ai accepté de m'occuper de l'hôtel Overlook jusqu'au 1er mai? Ce n'est en rien pour toi en fin de compte que la direction ait d'emblée témoigné la plus entière confiance en moi et que j'ai signé une lettre donnant mon accord, un contrat en vertu duquel j'ai accepté cette responsabilité. Est-ce que tu as la moindre idée de ce qu'est un principe de morale, une éthique? Réponds! Ah là là, c'est vrai que cette accumulation pose question, toujours un effet millefeuille. Mais si seulement Kubrick pouvait parler. Et si c'était fait, Gaël? S'il avait tout confessé après tout, ce serait pas incroyable des années plus tard? Mais je vois à quoi tu fais référence. Cette interview posthume. Eh oui. En 2015, sort sur le web un entretien secret de Kubrick, une interview enregistrée en 1999, soit quelques semaines avant sa mort. Alors, on comprend dans les premières minutes de ce film que des précautions exceptionnelles ont été prises avant que Kubrick accepte de parler. Le journaliste a dû signer un contrat particulier. Un contrat qui l'oblige à garder cette entrevue
secrète pendant 15 ans. Et donc, dans cette interview exclusive, Kubrick précise quand même ne plus avoir grand-chose à craindre à titre personnel, mais s'il souhaite que sa confession soit tenue secrète pendant 15 ans, c'est pour garantir la sécurité de sa femme et de ses enfants qui risqueraient leur vie. Et dans cette demi-heure de confession, Kubrick raconte tout. Il vide son sac et il semble au bout du rouleau, c'est assez hallucinant. Et quand je suis tombé dessus, j'avoue que ça m'a retourné le cerveau. Écoutez. Donc, Nixon me fait asseoir. Il me complimente au sujet de 2001, ce qui est évidemment agréable, et il me dit « En parlant de l'espace, nous devons aller sur la Lune. » Et il me raconte le plan. Vous savez que le président Kennedy a prédit que nous irions sur la Lune avant la fin de la décennie. Mais le temps presse. Nous voulons le faire, mais nous ne le pouvons pas. C'est impossible. Nous avons parlé à tous les scientifiques, et ça ne peut tout simplement pas se faire. Mais après avoir vu votre film, je suis convaincu, tout comme ces messieurs de la NASA, que vous pouvez nous aider à faire croire aux gens que nous sommes allés sur la Lune et que nous en sommes revenus. Eh ben, c'est renversant, effectivement. Hein. Oui, il y a toujours cette ambiance qui plane un peu de danger. Alors il raconte dans le détail cette histoire, un mélange de culpabilité, de fierté d'avoir fait ce film pour la NASA, un lien secret avec le pouvoir qui lui a donné ensuite les moyens de faire tout ce qu'il veut, mais aussi son dégoût du pouvoir et de toutes ces manigances. Il parle aussi de Neil Armstrong avec émotion. D'ailleurs, il dit que c'est la mort d'Armstrong qu'il a décidé à parler, car plus aucun acteur de cette histoire ne serait vivant. Armstrong qui serait allé vivre dans un monastère parce qu'il ne supportait plus le retour sur Terre, ou est-ce que c'est parce qu'il culpabilisait trop ? Selon le Kubrick plus vrai que nature, la réponse, elle va de soi. Mais attends, tu dis plus vrai que nature ? Pourquoi ça ? Parce que c'est trop beau pour être vrai, cette histoire. L'homme que l'on voit dans cet entretien serait en fait un sosie du réalisateur. Oh. En tout cas, c'est ce que la femme de Kubrick et sa fille n'arrêtent pas de répéter. Hein. Ah, je me disais qu'il y avait un truc qui clochait quand même. Mais ça, c'est pas grave. Hein, cette vidéo, elle est toujours présentée comme les confessions de Kubrick et pas comme les confessions du sosie grossier de Kubrick. Donc c'est gagné. Oui, car l'essentiel, c'est les faits. Ouais, moi je suis parano. Tous parano. Quand on pense à ce canular lunaire, on peut se demander si la réponse définitive n'est pas cherchée dans les bobines des films complets qui ont été tournés au cours des différentes missions Apollo sur le sol lunaire. Donc, la question posée par les lunosceptiques, c'est alors pourquoi la NASA ne mettait à la disposition que quelques bribes de ce qui a été filmé sur la Lune et non la totalité. Bah oui, voilà une bonne question et qui est bien légitime. Mais la réponse est simple et pour tout dire, vraiment hallucinante. La NASA a avoué en 2006 avoir perdu les archives des missions lunaires. Ça paraît énorme, mais c'est vrai. On aurait pu croire ces images conservées bien à l'abri dans un coffre-fort ou au pire dans un musée, mais non. Et non, tout ce qui nous reste, ce sont les sauvegardes des télévisions qui ont diffusé les différentes archives. Alors l'explication donnée est celle-ci. À la fin des années 70, l'agence spatiale américaine décide de faire le ménage dans les placards et donc vendre des bobines de film ou alors reprennent des bandes magnétiques existantes pour repasser par-dessus pour faire des enregistrements. Et depuis ce coup de balai dans les archives, aussi incroyable que cela puisse paraître, plus de traces des bobines des missions Apollo. C'est quand même dingue pour un document historique de cette importance. Voilà en tout cas qui donne du grain à moudre aux lunosceptiques. Eh oui, et la NASA a bien conscience que tout cela est ridicule. Bon, elle tente de rattraper le coup. Fin des années 2000, elle a lancé une enquête pour retrouver les quelques 13 000 bandes magnétiques sur lesquelles étaient stockées les données ramenées par une dizaine de missions spatiales. Et elles ont été partiellement retrouvées, notamment chez un certain Gary George. Celui-ci, alors qu'il était étudiant à l'université, avait acheté en 1976 plus de 1100 bobines de la NASA pour moins de $200 lors d'une vente aux enchères d'objets ayant appartenu au gouvernement. Et de retour chez lui, George fait donc un premier tri. Il vend une petite dizaine de bobines à des chaînes de télévision pour une $50. Il décide aussi de faire un don de bobines à une église. Mais là, en préparant les cartons, il est avec son père et il découvre 3 bobines intitulées Apollo
11, 20 juillet 1969. Rien que ça. Oui, ça doit interpeller. Évidemment, il se dit que celle-ci, il faut les garder. Et c'est ce qu'il fait précieusement durant plus de 30 ans, jusqu'à finalement cet appel aussi désespéré qu'étonnant de la NASA. Et oui, et donc tout rentre dans l'ordre, les bandes sont retrouvées. Mais bon, George a le sens des affaires, il les revend à la NASA, mais lors d'une vente aux enchères, ce coup-ci chez Sotheby's, pour plus d'$1 million. Une belle culbute pour Gary. Tous parano. Tous parano. Tous parano. En tout cas, cette histoire de bobines qui disparaissent et réapparaissent, eh bien, ça laisse pas mal de monde perplexe. À commencer par les Russes, qui n'ont visiblement toujours pas digéré le camouflet de 1969. Il saute sur l'occasion, du coup, en 2015, le 16 juin exactement. Il y a une lettre ouverte publiée dans le journal anglophone Moscow Times, lettre de la main d'un certain Vladimir Markin, un officiel considéré comme proche de Poutine, et d'ailleurs considéré aussi comme celui qui exécute les basses œuvres du gouvernement. Et donc ce Vladimir Markin annonce que les autorités russes ont décidé de faire la lumière sur tous les voyages spatiaux historiques, y compris les voyages américains et donc Apollo 11. On connaît le goût des Russes pour l'intox et donc le complot lunaire devient à ce moment-là une arme de diplomatie massive. Si tu nous lisais ce que Markin a écrit dans le journal. Avec plaisir. On peut aider les Américains en lançant une enquête internationale sur une pellicule disparue, celle qui avait été effectuée par des astronautes sur la Lune, ou bien sur les 400 kilos prélevés sur la Lune, que personne n'a jamais vus. Non, nous n'affirmons pas que le vol n'a pas eu lieu et que tout a été tourné dans un studio. Simplement, tous ces matériaux scientifiques et même culturels constituent un héritage et leur disparition constitue une perte pour nous tous. On sent quand même une certaine ironie. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais la question, évidemment, se pose. Pourquoi les Russes instrumentalisent à ce moment-là le complot lunaire? Donc nous sommes en 2015. Est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire de ballon rond là-dedans? Exactement, car cela serait pour sauver la Coupe du Monde de football de 2018 qui a été organisée chez eux. Ah oui, puisque de toute façon, dans cette même lettre, Vladimir Markin donne des éléments de réponse qui éloignent de l'astronomie. Pour revenir à des considérations donc footballistiques, je cite, « Les autorités américaines ont franchi une ligne en lançant des accusations de corruption visant 9 officiels de la FIFA. » La FIFA, la Fédération internationale de football. Et voilà, ça c'est de la diplomatie à la russe. Carrément, tu nous embêtes, eh ben tiens, on va sortir des vieux dossiers. En tout cas, au final, la Coupe du Monde, elle s'est déroulée dans de bonnes conditions en Russie, d'ailleurs pour le plus grand bonheur des supporters de l'équipe de France, 2e étoile. Mais pour les lunosceptiques, eh bien, ce petit incident diplomatique, eh bien, lui, il constitue une preuve supplémentaire du mensonge lunaire. C'est vraiment un monde de parano. Tous parano. Et voici l'an 2019. Les États-Unis célèbrent en grande pompe les 50 ans de ce premier pas sur la Lune. Pour fêter à sa manière le cinquantenaire de la mission Apollo 11, un réalisateur italien sort cette même année le film qui se veut définitif sur la conspiration lunaire. Le nom de ce réalisateur, c'est Massimo Mazzucco. Cinéaste né à Turin, il a 70 ans, il a commencé sa carrière comme photographe de mode avant de se lancer dans le cinéma. Il a été l'auteur de fiction, mais surtout de documentaires sur des sujets assez variés. Citons par exemple son film intitulé « Cancer, le remède interdit ». Oui, dans lequel il incrimine les Big Pharma de cacher les traitements efficaces pour guérir, selon lui, plus de 90% des cancers. Il a aussi fait un film sur le cannabis intitulé « The True History of Marijuana ». La vraie histoire de la Marie-Jeanne, donc, dans le résumé, sur la jaquette, j'avoue, m'a fait un petit peu envie. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas vu, mais selon la jaquette, le film expose, je cite, une conspiration mondiale menée par l'industrie pétrochimique qui interdit l'une des plantes les plus utiles connues de l'humanité. Il a aussi fait un film sur le 11 septembre qui dure quand même 5 heures. C'est dire que Massimo Mazzucco aime aller au bout de ses sujets. Et quand il s'attaque à la mission Apollo, eh bien là aussi, il voit les choses en grand. Exactement. Son film American Moon, donc sorti en 2019, dure 3h30.
Et il prend le temps de tout reprendre avec encore plus de détails. Et donc on en sort un peu étourdi si on parvient d'ailleurs à le regarder en entier, à vrai dire. On ne va pas reprendre tous les arguments, il y en a précisément 42 dans le film, vous en connaissez déjà pas mal, mais il y a des moments saisissants sur lesquels on va s'arrêter, et par exemple le moment où il montre les déplacements des astronautes sur le sol lunaire. Oui, parce qu'il existe des images d'astronautes soutenus par de grandes bretelles accrochées au plafond dans des hangars pour apprendre à évoluer dans une gravité réduite. Et ces images sont souvent montrées comme la preuve de la supercherie. Oui, Massimo lui se contente de prendre les images lunaires fournies par la NASA et fait remarquer que certains mouvements sont tout simplement impossibles. Ouais, et l'effet est garanti, c'est effectivement troublant. Les astronautes sont vraiment suspendus comme des marionnettes par moment. Il y en a un qui trébuche et hop, il se relève, c'est assez fascinant. Et puis il montre aussi la preuve apparente d'un tournage en studio. Oui, avec un principe simple, chercher à déceler dans l'image un décor de film. Allez, petit extrait d'American Moon. Si l'on étudie certains panoramas des lieux d'alunissage pris à 360 degrés, on découvre que la ligne continue qui sépare le terrain au premier plan du fond avec les collines est pratiquement ininterrompue sur les 360 degrés, quelle que soit la direction dans laquelle on regarde. Cela veut dire soit que les astronautes ont atterri sur une espèce de cône tronqué, séparé à 360 degrés des collines alentours, ou que les images ont été réalisées en studio et la ligne continue qui les entoure n'est rien d'autre que la séparation entre le décor réel et le fond artificiel. Autre point soulevé par le réalisateur italien, c'est le son. Le son des communications que nous avons entre la fameuse base de la NASA située à Houston et les astronautes qui sont eux sur la Lune. Pour comprendre, imaginez que la communication met un moment à aller à 400 000 km et revenir sur Terre. Et donc il y a un délai entre l'émission et la réception, ce qui crée un blanc entre chaque interlocuteur. Tout à fait logique, mais lui ce qu'il dit c'est qu'il suspecte que le délai entre donc les deux interlocuteurs ont été modifiés. Sur des enregistrements diffusés au public, le délai entre la question de l'astronaute et la réponse de la base est de 4 secondes. Mais selon lui, sur des versions originales de ces enregistrements qu'il se serait procuré, le délai est très court, à peine 1 seconde. Apollo 11, this is Houston. Do you read? Over. Okay, start with Delta VZ. Over. Roger. Delta VZ is plus 00190 33290. Read back. Over. All of a sudden there we had a little click and the signal strength began to start dropping off. Your transmissions were cut off very abruptly. Pour Massimo Mazzucco, c'est comme si l'astronaute était dans la pièce d'à côté finalement. Et tout aurait été ensuite monté en augmentant la durée des blancs pour donner du réalisme à la communication et faire croire que les interlocuteurs sont éloignés à des distances spatiales. Ce film montre aussi pas mal de détails sur le module lunaire et en faisant des gros plans, on voit des parties de l'appareil qui tiennent avec des fils de fer ou un simple scotch. Ouais, ces images, c'est grotesque même. Ça paraît un peu gros, mais alors selon Massimo et ses intervenants, ces images passaient bien en 1969 parce qu'il y avait une qualité médiocre et que ça ne se voyait pas. Mais aujourd'hui, avec le traitement que l'on peut apporter, on gagne en netteté et donc ça révèle la supercherie. Oui, en fait, la NASA n'aurait tout simplement pas pu anticiper les progrès techniques qui permettraient de voir le canular 50 ans plus tard. Écoutons Massimo Mazzucco et son accent italien. Je pense qu'ils n'ont pas pensé trop à ce qui va passer 50 ans après. Et même aujourd'hui, tout le monde reste, la majorité du peuple du monde reste convaincu qu'on était sur la Lune. Alors, c'est pas si facile. C'est pas seulement suffisant de trouver des problèmes dans les photos, par exemple, pour avoir démontré qu'on n'a pas été sur la Lune. Il y a toujours une défense. Et c'est une défense psychologique. Voilà donc, vous l'avez compris, selon Massimo, le mal est fait. Et aujourd'hui, considérer que l'homme n'a jamais marché sur la Lune semble, pour l'immense majorité d'entre nous, une opinion délirante. Et ce, peu importe les preuves, entre guillemets, que pourront apporter les complotistes. Remettre en question la version officielle de ces événements, c'est tout simplement pas concevable. De quoi nous rendre tous parano, ça.
Nous l'avons vu, les archives des 6 missions Apollo qui ont mis des hommes sur la Lune sont décortiquées, analysées sans relâche. Et ça va continuer, car tout peut prétendre à faire durer le complot lunaire. Les images originales sont au fil des avancées technologiques, scannées, retravaillées pour leur donner une netteté et un grain contemporain. Et évidemment, plus ça va, plus les photos semblent truquées. Et de fait, elles le sont, car à force de nettoyer les photos, elles ne sont plus tout à fait réelles. Souvenez-vous, le C sur le rocher a par exemple disparu, nettoyé, car il s'avère que c'était un poil sur l'objectif qui a donné cette ombre sur la roche. Mais c'est une explication qui ne convainc que ceux qui croient que l'homme a marché sur la Lune. Pour les autres, aucune preuve ne sera suffisante. La famille Kubrick pourra toujours clamer que le réalisateur n'a jamais participé à ce canular planétaire. Les complotistes opposeront toujours sa supposée confession sortie en 2015. Copie originale, on dirait bien que chaque camp joue avec les images et les mots, et c'est en définitive ce que nous montre le réalisateur italien Massimo Mazzucco. Oui, car au-delà de son film, il oppose les arguments. Il nous montre notre difficulté à comprendre ce qu'a fait réellement la NASA. Car après tout, pourquoi ne pas considérer que des photos prises en studio et retouchées, ou même des vidéos, auraient pu être intégrées à la communication de la NASA à destination du grand public, en complément d'images authentiques? Oui, et puis il y a des faits qui alimentent la suspicion. Pensez par exemple que la NASA a perdu son stock d'images originales ou que l'antenne relais qui a permis d'émettre le direct avec Apollo 11, en juillet 69, a été détruite dans un incendie. Eh oui, en toute logique, ces accidents ou ces négligences alimentent l'idée d'un complot. Chaque info est capable de se retourner et donner à penser que nous nous faisons manipuler à grande échelle. Mais réjouissons-nous, car la nouvelle course vers la Lune que se livrent les États-Unis et la Chine, comme à la bonne vieille époque de la guerre froide, va être sans nul doute l'occasion d'un concours de propagande qui risque fort d'alimenter toutes les suspicions. Et de nouvelles théories du complot. Définitivement, de quoi nous rendre tous parano. Ça, c'est manipulation et manipulation. De toute façon, on saura jamais. Si vous aimez les conspirations en tout genre et explorer les dédales de nos psychoses collectives, si vous êtes fasciné par l'étrangeté de l'histoire ou simplement curieux de savoir, vous êtes là où il faut, c'est Tous Parano. Comme tous les paranos, on sait qu'on est suivi et écouté, mais peut-être pas assez. Alors abonnez-vous au podcast, likez, partagez, bref, conspirez pour faire de Tous Parano le vadémécum de la complosphère à emporter partout. Oui, enfin peut-être pas partout, faut quand même faire attention, on n'est jamais assez parano. Ouais, tu as raison, on nous écoute. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on écoute ? Eh bien, on écoute The Amoeba People. Tiens donc. Oui, un trio californien extrêmement cocasse, se disent les ambassadeurs musicaux de la planète Crouton. Crouton. Oui, Crouton, oui, qui sont venus pour connaître notre monde, démêler les merveilles de son histoire, étudier la vie qu'il habite, percer les mystères de l'espèce humaine en apprenant ses pas de danse. Génial. Bel équipage tout ça. Et avec quelle chanson on décolle ? One Giant Step, un pas de géant, qui fait bien entendu référence à la célèbre citation d'Armstrong, The Amoeba People. July 16, 1969, a Saturn V rocket took off in the skies. It orbited Earth, then left for the moon. Armstrong, Aldrin, Collins, 2. Apollo 11, out to the moon. They took Apollo 11, out to the moon. They took Apollo 11, out to the moon. 20 July 1969. That's one small step for man, one giant leap for mankind. 20 July 1969. That's one small step for man, one giant leap for mankind. In lunar orbit, Collins in control. The Columbia waited for the plan to unfold. Armstrong and Aldrin and the Eagle descended down to the surface as intended. The Eagle has landed. That's what I said. I said the Eagle has landed. That's what I said. I said the Eagle has landed. That's what I said. 20 July 1969. That's one small step for man, one giant leap for mankind. 20 July 1969. That's one small step for man, one giant leap
Receiving transmission from the moon. Go ahead, Neil. Neil, come in.